le plaisir ici d'avoir mon tonton Jean-Jacques Lao, qui est notre invité. Et nous allons parler de son parcours et à travers son parcours raconter l'histoire de la Guinée. Alors, tonton Jean-Jacques Lao, bonsoir. Bonsoir, Paul. Voilà. Donc, voilà le but de l'émission, c'est de raconter l'histoire de la Guinée à travers l'histoire des Guinéens. Donc, on va commencer par ton enfance, donc le lieu de naissance et où tu as fait l'école primaire. Oui, bon, je suis né à Samoé, dans le village de Samoé qui est à une douzaine de kilomètres de Zérékoré et qui est d'ailleurs aujourd'hui, je crois, une banlieue de Zérékoré. Je suis né donc en 1940, mais bon, par la suite, comme je ne suis pas entré à l'école tout de suite, à l'âge de 7 ans, je suis resté, mon âge a été modifié, il y a eu un jugement supplétif pour que je puisse entrer à l'école, on m'a mis en 1944. Si bien qu'aujourd'hui, mon âge officiel, c'est que je suis né en 1944 à Samoé. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit parcours à Samoé même. Je suis entré à l'école primaire de Samoé, l'école catholique, en 1950. 1950, c'était 49 d'ailleurs, je dirais, en 1949. Et puis en 50, papa Nyakwe Samoé est venu me chercher pour m'amener avec lui. Nous sommes donc allés à Haute-Volta, à l'actuel Burkina. On est resté j'ai repris l'école primaire là-bas, on est resté là-bas près de presque 4 ans, de 1950 à 53, fin 53. On est rentré à Zérékoré donc en 54, et à 54, j'ai repris l'école primaire là-bas, à Zérékoré. Et donc j'étais dans le cas des enfants de fonctionnaires, parce qu'on n'a pas fait l'école qu'à un seul endroit, on était un peu partout suivant les endroits où papa était affecté. C'est ainsi d'ailleurs que l'avantage, j'ai connu un peu toutes les régions, la plupart des régions de Guinée. Donc à cette période-là, déjà, il y avait le RDA qui était déjà bien implanté en Guinée, puisque ce parti avait déjà pris naissance vers les années 45, et avec un premier congrès qui a eu lieu à Bamako en 1946. Et papa était donc un de ces membres de ce parti. Mais vers 48, il y a eu mésentente entre les cadres du parti, si bien qu'il y a eu une scission. Vers les années 48, je crois que en 46 déjà, je dirais, en 45, il y a eu l'élection de Yacine Diallo à la Constitution, pour la première fois d'ailleurs en Guinée. Un Guinéen a été élu dans une élection constituante. C'était donc Yacine Diallo en 1945. Et nous, bon, 48, 49, papa a vu la tournée que le parti commençait à prendre, n'est pas d'ailleurs le seul. Ils ont dû essayer, surtout tous les cadres ont boudé un peu, parce qu'à l'époque, là, la plupart des gens qui étaient dans le parti RDA n'étaient pas suffisamment formés. Il y a des gens qui sont restés, la plupart c'était des syndicalistes comme Sectouré. Les syndicalistes, ils défendaient bien la cause sociale, peut-être, certes, mais côté économique, côté politique, côté socio-culturel, tout ça, c'était un peu à l'abandon, c'est bien qu'il y a eu une mésentente. Enfin, tout est-il que nous, en 1956, en 54 déjà, papa était conseiller de l'AOF. Et Sectouré en 56 était conseiller de Bela. Oui. Et nous, en 56, je crois qu'il y a eu un tiraillement entre papa et Nyakwe Samoé, je veux dire. Et Sectouré à un tel point que c'était vraiment, c'était l'animosité, je te dirais. Et il s'est trouvé que papa était après Kindia, puisqu'en 54, il a servi à Kindia comme receveur de PTT. De Kindia, comme il y avait M. Montlouis qui avait été remercié comme receveur de PTT, ils ont fait appel à papa Nyakwe Samoé. Donc c'est ainsi qu'on a été affecté en 1956 à 55-56 à Massanta. Et d'ailleurs c'est là que malheureusement
il a rencontré ce complot-là. Il est mort d'un accident, d'un pseudo-accident de route, alors que tout était déjà minutieusement préparé. Voilà. Donc oui, je vais t'interrompre en ce moment-là. Oui. D'abord, avant d'aller au Burkina, parce que Niakwe Samoué est connu comme l'un des premiers cadres de la forêt. D'ailleurs, avec les enquêtes qu'on a, il était major de sa promotion, très intelligent. Et quelle a été la raison de son affectation en Haute-Volta à l'époque? À cette époque-là, tout ce qui était, comme on appelait des éveilleurs de conscience, c'est-à-dire les gens, les cadres qui étaient des meneurs, qu'on appelait des meneurs, on les a tous expatriés. Donc nous, on a affecté Niakwe Samoué, on l'a expatrié à Haute-Volta pendant que les Saïfoulaye et autres là étaient expatriés au Niger. Donc on les a expatriés, tous ceux qui pouvaient être des meneurs d'hommes, on les a sortis de la Guinée. C'est ainsi que nous sommes allés à Haute-Volta, nous autres. Et puis les autres, les Réautra, et Sékou Touré même aussi étaient affectés, étaient expatriés au Niger. Mais lui, il a refusé d'y aller. Donc, dans son cas, comme il savait déjà, il était au comptoir et que c'était pas, bon, c'était quand même quelqu'un qui était syndicaliste, mais qui n'avait pas un poste de responsabilité, donc ça ne posait pas de problème. On l'a maintenu, on l'a gardé à Conakry, en Guinée. Mais tous les autres, là, tous les cadres de l'époque étaient expatriés, dont mon père. Voilà les raisons. Et donc, quelques années après, on les a expatriés le temps que les choses se calment en Guinée et ils sont revenus dans, je crois, 3-4, oui, ils sont revenus au pays 3-4 années après. Après 3-4 années d'absence. Et c'est à partir de là d'ailleurs que si j'ai bonne mémoire, compte tenu déjà des mésententes entre certains leaders, il y a eu aussi la création de ce qu'on allait appeler le BAG, le Bloc africain de Guinée. Donc papa, les Bari Diawadou avait opté pour le BAG. Et papa était donc le représentant du BAG parce que à l'époque là, il y a eu quelques tendances régionalistes et même ethniques, parce que c'était des représentations ethniques ou régionales. Et donc c'est ainsi que papa, par exemple, était l'icône de la forêt. Et donc celui qui représentait la forêt dans le BAG. D'accord. Mais donc, avant d'aller au Burkina, en disant que pour calmer, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il y avait un mouvement, il y avait une révolte pour qu'on expatrie les mineurs? Oui, déjà vers les 46 et autres, là, il y avait déjà des mouvements comme les syndicalistes qui s'étaient levés contre l'impérialisme. Il y avait donc une révolte, il y avait des mouvements de révolte en Guinée. Et il y avait donc les politiques, les vrais hommes politiques, politiciens, et les syndicalistes qui c'était comme ça se passe maintenant en Guinée actuellement encore. C'était les syndicats et les politiques qui s'étaient mis ensemble pour dénoncer la colonisation et les méfaits de la colonisation. Et d'ailleurs c'est vers cette période-là que par exemple il y a eu la loi Houphouët-Boigny. C'était en 48 qu'il y a eu la loi Houphouët-Boigny, si j'ai bonne mémoire, qui abolissait le travail forcé. Donc tout est parti en même temps, après la création d'ailleurs de RDA par Houphouët-Boigny lui-même. Oui, et la première conférence donc a eu lieu en 46 à Bamako. Et donc à partir de là, des décisions ont été prises par rapport à tout ce qui... C'est-à-dire qu'il y a eu une organisation qui voulait que dans chaque sous-région d'Afrique, de l'Ouest surtout, qu'il y ait des mouvements tendant à opter pour l'indépendance plutôt que de continuer avec ce que la France avait créé, qui s'appelait l'Union française. Et les gens ne voulaient pas de l'Union française. Et voilà ce qui a fait qu'on a dit que c'était des éléments dangereux qu'il fallait éloigner un petit moment. Ouais, d'accord. Voilà. Mais donc, alors comment ça s'est passé le retour maintenant en Guinée au mois de Massanta, quand il y a eu l'attentat, quelle a été la suite de ton parcours? Eh bien, à partir de là, papa n'étant plus, nous avons été, mon petit frère Samoé, André Samoé et moi, on nous a confié à un homonyme, à mon homonyme Jean Gosaga. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Jean Gosaga. Oui, qui était enseignant. Il était enseignant et il était sorti de William Ponty, il était de la promotion de Modibo Keïta d'ailleurs. Oui.
Et Jean Gonzaga était alors en 56 directeur d'école à Baya. Et donc on nous a confié à ce dernier, c'est ainsi que nous avons fait une année scolaire à Baya. Après on est revenu à Zérékoré, on a été confié au grand frère de ma mère adoptive, Madame Nyako Samoy, qui s'appelait Wido Koma. Et son grand frère en question, c'était le vieux Koma Manoubolio, et dont le fils aîné d'ailleurs est là, Koma Ibrahima. Et donc j'ai passé une partie de l'enfance avec cette famille-là, avant d'aller préparer l'examen d'entrée en 6e l'année d'après à Bopa, confié à un instituteur qui s'appelait Yabougé, Jean Soumaoro, qui nous a quittés l'année dernière. Et donc, de là-bas, je suis revenu à Massanta. D'ailleurs, quand je revenais au cours normal de Massanta, c'était une inquiétude pour ma maman, la maman adoptive surtout, qui disait, ah, c'est là que l'on t'a tué ton père, je te vois partir là-bas, c'est pas tranquillisant. Bon, je dis, oui, mais c'est la vie, je ne pouvais pas modifier à mon âge, et puis à mon niveau, je ne pouvais pas modifier le cours des choses. Seulement, il fallait que je sois méfiant. Et là-bas, la plupart des hauts fonctionnaires des grandes familles de Massanta me connaissaient. Tout le monde m'appelait Petit Samoy. D'ailleurs, j'avais mon entrée un peu partout dans toutes ces familles-là. Mais je jouais quand même la prudence. Et donc, de là-bas, une année à Cancan aussi. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Au cours normal, fin de cours normal, j'ai préféré sortir de la Guinée que de rester dedans parce que j'avais des craintes. La preuve est que mon jeune frère André, qui était allé en Union soviétique pour devenir pilote, est revenu en Guinée en tant que pilote de chasse. Et à l'époque là, c'était déjà la guerre de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et Sékou Touré les avait envoyés là-bas pour défendre les couleurs de la Guinée-Bissau. André a été arrêté, Sékou Touré n'a pas levé un seul doigt pour le faire libérer. Ce n'est que par la suite que tous les prisonniers guinéens là ont été libérés ensemble et qui sont venus. Mais tant qu'il s'agissait de Samoy, il ne voulait pas faire quoi que ce soit, parce qu'il se souvenait du père. La preuve aussi que Odilon Théa, qui était un éminent journaliste à Conakry, n'a jamais monté, poussé, n'a jamais changé de grade, il est toujours resté pratiquement au même niveau, il n'a jamais eu de poste de responsabilité parce que tout simplement il était de la famille et qu'il venait de Samoy, et ainsi de suite. Voilà, bon, donc moi sorti de là, je suis allé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je suis arrivé là-bas très exactement en 1962. Je me suis inscrit dans une école de commerce et puis parallèlement aussi à la chambre de commerce de la Côte d'Ivoire pour faire une formation de gestion commerciale, gestion comptable. D'accord. Bon, tonton, je vais t'arrêter là. On retourne en arrière. Donc, l'indépendance est arrivée, tu étais en Guinée au moment du référendum. Quelle a été l'ambiance? Parce que c'est vrai que quand les Français, quand la Guinée a dit non, les Français ont décidé de faire partie tous les expatriés français qui étaient là. Donc, quelle était l'ambiance des écoles? Comment les choses se sont passées au moment où tu étais là? Ben, dans l'ensemble, c'était une ambiance bon enfant. Je voyais par exemple à Madina, la préparation, le congrès, tout se passait dans de très bonnes conditions. C'était vraiment une bonne ambiance. Il y avait un engouement. Tout le monde, la plupart avaient compris ce que c'était avoir sa liberté et l'indépendance. Et j'avoue que qu'il soit leader, qu'il soit simple citoyen guinéen, tout le monde était réjoui. Et je voyais aussi l'engagement surtout des femmes, parce qu'il faut te dire que c'est grâce aux femmes surtout qu'il a été élu, puisque c'est surtout les femmes qui l'ont soutenu. Et d'ailleurs, ça se voyait dans tout ce qu'il faisait à Conakry, parce qu'à chaque fois que les femmes étaient mécontentes, il était obligé de se ramollir, parce qu'il se souvenait toujours que c'est grâce à ces femmes-là qu'il a été élu. Donc à l'époque là, Guinée, Conakry, tout se passait dans des conditions normales, et quand l'indépendance est arrivée, c'était vraiment le seul pays dans l'Afrique de l'Ouest, le seul pays de l'Afrique francophone qui disait non à De Gaulle. C'était formidable, et nous, j'ai un bon souvenir de cette période-là, parce que la plupart de nos aînés qui étaient déjà dans les universités, par
comment te dire, par patriotisme, ont tous écouté leurs études pour venir au secours de la Guinée. Et c'est eux qui sont venus remplacer les professeurs colons qui étaient partis. Et ça, aujourd'hui, il faut leur reconnaître ça, ils ne sont plus là parce que malheureusement, il y en a qui en ont fini en prison. Et c'était pas que les Guinéens étudiants qui sont rentrés pour faire la relève, hein, pour assurer la relève. Il y avait aussi d'autres Africains. Les gens comme les Bérangins et autres là qui étaient venus, c'était pour aussi essayer d'apporter, de donner un coup de main à la Guinée. Et bien d'autres, comme le grand professeur, comment il s'appelle, son nom m'échappe, c'est tous des gens qui étaient venus au secours de la Guinée. Et c'était vraiment émouvant, c'était formidable. Ça, j'en ai très bons souvenirs et je leur dois cette reconnaissance. Je ne suis pas le seul d'ailleurs. Tous les gens de ma génération ont été très très touchés par ce comportement. On a même eu des professeurs égyptiens et tout. Hein. Et c'était bien, c'était vraiment un bon moment. Malheureusement, au bout de 2-3 ans, les gens commençaient à déchanter parce que ça devenait de plus en plus difficile. Il y avait des arrestations inexplicables. Et des aveux qui n'étaient pas vraiment on ne comprenait pas pourquoi, des accusations sans preuve. C'est bien que les gens ont commencé à se poser des questions. Et c'est là aussi que la délation a commencé, les dénonciations, tout ça même dans les mêmes familles. On n'avait plus confiance, personne n'avait plus confiance en personne. Le mari n'avait plus confiance en madame, madame n'avait plus confiance en monsieur, les enfants pareil. On se méfiait les uns des autres. Et ça, quand on tombe dans un travers comme ça, j'avoue que ça devient invivable. Et c'est ce qui s'est passé en Guinée à cette période-là, malheureusement. Au bout de 3-4 ans de dépendance, déjà, ça avait commencé à être un peu difficile, la vie, hormis déjà les conditions socio-économiques, parce que comme les Blancs en partant, les Français en partant ont tout ramené avec eux, il n'y avait rien, la Guinée n'avait rien, même pas une aiguille. Il a fallu que, c'est ainsi d'ailleurs que Sékou Touré était obligé, Sékou Touré au départ n'était pas communiste, non. C'est les circonstances qui ont fait qu'il s'est orienté vers ceux qui pouvaient l'aider, le soutenir, l'appuyer. C'est ainsi donc qu'il s'est retourné vers l'Europe de l'Est. Parce que si les choses s'étaient passées comme il le souhaitait, évidemment, il ne s'attendait pas à la suite de son nom. Il pensait pas, il ne voyait pas l'impact, il ne voyait pas les conséquences du non. Et les conditions dans lesquelles on a dit non à De Gaulle. Et comme lui, comme De Gaulle, c'était deux hommes orgueilleux, deux hommes fiers, chacun voulait montrer qu'il était tel. Et donc, dans cette fierté, qui en ont pâti, c'était les pauvres populations guinéennes, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, toi, en allant en Côte d'Ivoire, bon, tu es quand même resté dans le domaine politique. Je vais tu es toujours intéressé à la politique. Et comment tu voyais l'évolution de la Guinée en dehors de la Guinée? L'évolution de la Guinée, que je voyais en dehors de la Guinée, commençait à être très triste. Parce que ce qui s'est passé, qui a tressé tout le monde, c'est que la misère n'a pas arrêté de croître. Et surtout les pendaisons, les prisons, c'est à partir, je ne sais plus de quelle année, qu'ils ont créé, ils ont ouvert leur fameuse prison, le Camboiro. Camboiro, c'est là que tout passait. Et même les braves gens qui étaient venus aider la Guinée, la plupart ont fini au Camboiro. J'en connais un Camerounais ici qui était l'homme de plume, c'est-à-dire l'homme à penser de Sékou Touré. Il est là maintenant très affaibli, c'est un Camerounais. Et ce monsieur-là, Sékou Touré a fini par le mettre en prison. Donc tout ça, par l'information, on savait. Et ce qui était surtout triste, c'est quand maintenant les chefs qu'on croyait, nos aînés, qu'on croyait des hommes quand même responsables, commençaient à s'insulter publiquement à la radio. Je me rappelle que vers les années 64, Sékou Touré avait accusé Houphouët-Boigny d'être le laquais de colonialisme, de même qu'il accusait aussi Senghor. Et un soir, on était à la radio, devant la radio, le soir comme ça, on écoutait Sékou Touré qui disait que
Houphouët-Boigny, du temps où il était étudiant, empestait ses voisins avec son foutou. Alors quand on tombe dans des travers comme ça, j'avoue que c'était tellement enfantin qu'on ne faisait qu'il valait mieux plutôt en rigoler. Et le lendemain, Maurice Yamoyogo qui dit à Houphouët-Boigny, dit grand frère, ne réponds pas à ce bâtard-là, laisse-moi lui répondre. Alors je dis que c'était, bon, j'avoue que c'était quand même un peu triste d'en arriver à ce niveau pour des gens qui, pour nous, étaient des hommes, des leaders, des dirigeants. Hormis cette triste histoire, ce triste passage, je crois que là aussi il y a eu les partis d'opposition s'étaient déjà créés en dehors de la Guinée. Il y avait déjà Tirage au Diallo qui était très connu, qui bougeait beaucoup dans les autres pays de la sous-région et qui avait donc des porte-paroles un partout. Je me souviens même qu'il y avait un Guerger qui était dans l'opposition là-bas, qui traduisait tout ce qui se disait. Lui, il traduisait sans Guerger, puisque tout ce qui était décidé dans les oppositions était traduit dans les différentes langues, dans les différents dialectes. Et on écoutait, en fait, je crois que là-dedans, et même à l'étranger, on se méfiait. Moi, j'allais à l'ambassade parce qu'il y avait notre frère Michel Théa qui était secrétaire là-bas. Sinon, si ce n'était que moi, j'y mettais pas pied. Et je me souviens aussi d'un brave monsieur qui m'a beaucoup aidé là-bas, qui était ambassadeur à l'époque, M. Dramé Alioun. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a délivré mon passeport. Il me dit, mon ami, c'est tout ce que je peux faire pour toi, hein, c'est un souvenir. Il m'a même donné sa photo, ça va marquer. Mais Dramé Alioun, en retournant en Guinée, il a fini en prison. Donc de là, de la Côte d'Ivoire, tu es allé en France maintenant pour continuer tes études. Oui, de la Côte d'Ivoire, comme je n'étais pas boursier, déjà en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé quand même parallèlement parce que moi, tout ce que j'ai fait, c'était par des cours d'histoire. À Abidjan, j'ai travaillé dans une société filiale de la SCAC, où j'étais vraiment bien traité d'ailleurs, hein, parce que les Européens qui étaient là, j'étais au petit soin si l'on veut. D'ailleurs, quand je venais en France, ils m'ont même donné une lettre de recommandation pour que je travaille à la SCAC de Marseille, place de la Joliette, et tout en continuant mes cours, mes études. Bon, mais je suis arrivé donc avec une lettre de recommandation de mon directeur de la filiale d'Abidjan. Et je suis allé à la SCAC, place de la Joliette à Marseille. Et comme il n'y avait pas encore de place disponible, il fallait attendre quelques semaines. Je commençais à patienter. Mais j'avoue que pendant tout le long de mon travail, depuis que je suis sorti, contrairement à ce que les gens pensent d'ailleurs, au niveau de tribalisme, je n'ai pas connu ça. À Abidjan, par exemple, déjà, j'ai connu la plupart des familles de différentes ethnies, Malinké, Peul, Soussou. D'ailleurs, ma popote était dans une famille Peul, dans une famille Soussou, hein. Et puis, un jour, j'ai eu des problèmes très difficiles. Celui qui m'a sauvé, c'était un Malinké. Et d'ailleurs, lui aussi m'appelait mon ami. Un grand commerçant, d'ailleurs, qui était très connu, jusque dans la haute sphère. Et c'était la période de Lama Camara, qui était questeur de conseil économique, un Guinéen d'origine, de Béla, de ressortissant de Béla. Et donc à Marseille aussi, c'était pareil. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai été accueilli par un navigateur qui s'appelait Sila Momo Sila, qui est malheureusement mort en voulant aller construire au pays. Je l'avais d'ailleurs déconseillé d'aller construire à cette période-là. Il dit, ah, non, lui, il va aller. Il est allé une première fois, il est venu une deuxième fois. Ça coïncidait avec encore des problèmes de complot. Il est resté bloqué là-bas pendant des mois et des mois. Et finalement, il a connu tellement de difficultés là-bas qu'il en est mort. Et donc, j'ai été accueilli à Marseille par tous les Guinéens. J'ai fait le tour là-bas, tout le monde m'a connu. Je me suis inscrit à la faculté de Aix, mais bon, Aix, à l'école de commerce de Marseille. À un moment donné, j'ai fait 2-3 mois et après j'ai préféré aller à l'intérieur de la France, c'est-à-dire à Lyon, parce que Marseille, ça commençait à m'effrayer. Il faut dire que Marseille, bon, on connaît la réputation, c'est un grand port, hein. C'est un peu le genre Chicago de France, hein. Alors moi, j'ai préféré être dans un endroit où il y a moins de risques ou moins de problèmes. C'est ainsi que je suis monté à Lyon.
et je me suis inscrit à l'école de commerce c'est un institut privé Pitio dans le 10e arrondissement de Lyon, et parallèlement à l'Institut d'études économiques de Lyon. J'ai fait une préparation là-bas. 2-3 ans après, je suis monté à Paris. Et je me suis inscrit à l'INTEC, Institut de techniques économiques des arts et métiers de Paris. Et c'est là que j'ai préparé tout le diplôme d'études comptables supérieures. Et puis après, bon, tu sais, les cours du soir, comme c'est pas toujours évident, ouais. J'ai préféré arrêter de travailler, surtout que entre-temps, ma fille est arrivée au monde et malade. Je ne pouvais pas aller au cours du soir, venir m'occuper de ma fille, même si sa mère était là, c'était pas évident pour moi, donc j'ai arrêté et j'ai continué à travailler. Voilà. Voilà. Donc, arrivé maintenant en France, comment était organisée l'opposition? Parce que c'est vrai que de plus en plus, il y a une opposition de l'extérieur qui critiquait le régime de Sékou Touré. Donc, quelle était ton analyse à cette époque par rapport au régime, par rapport à l'organisation aussi des Guinéens qui critiquaient de plus en plus le régime? Ben, il y avait des oppositions. Malheureusement, ce qui était surtout triste, c'est que les oppositions ne s'entendaient pas. Parce que c'était devenu clanique. Hein. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu qu'il y avait le groupe Julien Condé, le groupe Alpha Condé, et il y avait bien d'autres, comme ça, Sirajo Diallo. Et à l'époque là, Jean-Marie qui était déjà à Genève était aussi avec les Sirajo. À un moment donné, ils ont travaillé ensemble. Après, il y a eu un éclatement, il y a eu scission. Sous prétexte que Jean-Marie est allé monnayer les documents là-bas à Sékou Touré. Bon, enfin bref, c'était une petite parenthèse que j'ouvrais. Tout ça a fait que même moi qui avais d'intention de faire quelque chose avec eux, je me suis retenu parce que il n'y avait pas d'entente entre les opposants de l'époque. D'accord. Et toi, par rapport à... Parce qu'on va arriver au fur et à mesure, vers la fin, quelle était ton analyse par rapport au régime de Sékou Touré? Et puis de là, nous parlerons maintenant du régime de Conté jusqu'à la transition d'aujourd'hui. Donc on va aller étape par étape. En voyant le régime de Sékou Touré, comment c'est venu? Quelle était ton analyse vers la fin de ce régime-là? Ce régime-là, je le comparais, par exemple, au régime de l'Union soviétique. Sékou Touré, je le comparais à Staline. Hein. Quand je vois les massacres de Staline, d'ailleurs, tu as vu dernièrement le président de Pologne, de la Pologne, qui allait pour la célébration. Tout ça, c'était les gens dont on allait commémorer la mémoire. C'est des gens qui étaient morts sous Staline. Oui. Et Sékou Touré, c'était pareil. C'est un monsieur que j'ai comparé à Staline. Et Sékou Touré, il était... c'est quelqu'un que je ne sais même pas comment le qualifier parce que je l'ai trouvé très pervers. On ne peut pas... quelque part, bon, on ne peut pas dire qu'il a été entièrement, totalement négatif. Non, il y a eu des côtés positifs. Hein, parce que, bon, l'indépendance, quand même, c'était un acquis qu'on ne peut pas ignorer. C'était vraiment quelque chose de bien. Seulement, c'est que l'après-indépendance a été mal gérée. Est-ce que là aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, les gens n'ont pas... ce que j'ai compris, moi, de mon côté, c'est que cette indépendance, les gens n'avaient pas mesuré la teneur, l'importance et les conséquences de cette indépendance. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils croyaient. Est-ce qu'ils croyaient que tout allait tomber du ciel? Or, quand on se dit l'autodétermination, c'est qu'il faut quand même, il faut se prendre en charge soi-même. Il faut s'auto-gérer. Et les difficultés commençant à arriver ont fait que la plupart des gens, nos parents qui étaient déjà autour de Sékou Touré ont commencé à se décourager. J'ai même entendu des fois que des vieillards disaient que quand est-ce que les Blancs vont revenir? Ça veut dire qu'on commençait à en avoir marre de cette indépendance. Or, on ne peut pas tout mettre sur le dos de Sékou Touré parce qu'à l'époque là, comme je disais tantôt, tous les Blancs, les Français en partant, ils ont tout amené, même ils n'ont pas laissé une seule aiguille. Donc il fallait trouver d'autres moyens pour faire vivre, pour faire fonctionner l'État, pour faire tourner le pays, économiquement parlant et socialement parlant. C'était pas aussi évident que ça. Je crois
crois que quelque part, il y a eu des mensonges, mais il fallait mentir aux gens des fois hein, pour que la vie continue, sinon ça allait créer des soulèvements. Et ce n'était pas le moment de créer des soulèvements. Et autour de Sékou Touré lui-même commençait déjà à se douter de son entourage. Et d'où cette vague d'arrestations permanentes, des dénonciations, des délations. C'était à partir de là, parce qu'il n'y avait plus de confiance. Personne n'avait plus confiance en personne. Sékou Touré n'avait plus... C'est ainsi qu'il est devenu même paranoïaque. Bon, alors moi, de loin, je voyais que cette indépendance allait... Et il n'était plus question de faire marche arrière. On ne peut pas faire marche arrière dans ces conditions-là. C'est-à-dire qu'il aurait fallu tout simplement qu'au nom d'un certain patriotisme, les gens reprennent la situation en main plutôt que de se contenter de... Parce qu'il y a eu beaucoup plus de théorie, de discours que de travail. Et jusqu'ici, on voit ça dans la mentalité des Guinéens. Les Guinéens parlent plus qu'ils n'en font. Et ça aussi, c'est une habitude qui a été prise depuis cette période-là. Moi, c'est ce que j'ai constaté, c'est ce que j'ai remarqué, parce que l'autre l'a fait pour meubler son temps, pour faire oublier l'essentiel aux Guinéens, pour détourner leur attention sur ce qui pouvait créer des soulèvements. Moi, c'était un talentueux politicien, Sékou Touré. Il a joué comme il fallait jouer pour pas qu'il y ait des soulèvements. Et moi, je crois que quelque part, il n'avait pas de marge de manœuvre. Il n'avait pas d'autre marge de manœuvre. D'accord. Maintenant, c'est arrivé. Et puis, il y a eu le changement. Donc, Sékou Touré est mort. Lansana Conté et son équipe sont arrivés au pouvoir. De suite, quelle a été ton analyse? Comment tu as vu la situation, l'évolution de la Guinée quand les militaires sont venus? Quand les militaires, d'ailleurs, le décès de Sékou Touré, il y avait encore la psychose. Là, personne ne croyait que Sékou Touré était réellement mort. Donc les gens se méfiaient toujours, même quand on leur disait que Sékou Touré est mort et qu'il a été bel et bien enterré. Et l'arrivée des militaires, il faut dire que c'était, comme on a vu l'arrivée de choses d'Addis, c'était salutaire, parce qu'on croyait qu'il allait y avoir un changement fondamental, un changement profond. Et effectivement, c'est ce que les militaires là aussi avaient promis, la démocratisation. Bon, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas tenu, puisqu'il y a eu quand même, s'il y a aujourd'hui plusieurs partis en Guinée, c'est aussi par rapport à ça, c'est grâce à ça, hein, parce que dans ce secteur, il n'y avait pas 1000 partis, on le sait, il n'y avait qu'un parti, le parti unique, le PDG-RDA. Et sous Conté a créé son parti, le PUP, à côté de ça, il y a les autres, puis il faut aussi reconnaître que Conté a ouvert les portes. Les Guinéens ont commencé à rentrer, c'est à partir de Conté, à partir du gouvernement militaire de Conté que les Guinéens ont commencé à retourner au pays sans aucun risque. Hein. Et ça, il faut reconnaître ça. Moi-même, à un moment donné, si j'ai milité dans le PUP ici, parce que c'était compte tenu des promesses faites par Lansana Conté de libérer le pays, de libéraliser le commerce, d'ouvrir les portes aux Guinéens de l'extérieur, de les prendre en compte. Et aussi à l'ambassade ici, nous l'avons constaté d'ailleurs par l'invitation du premier ambassadeur de Conté, M. Lamine Camara, qui nous a invités à venir dialoguer avec lui à la maison de la mutualité à Paris, dans le 5e arrondissement. Ensuite, celui qui l'a remplacé, M. Sila Ibrahima Sila, nous a invités également à l'UNESCO, où on a eu un petit entretien très très fructueux. Donc il faut dire que quelque part, au départ ça avait bien démarré, il y avait beaucoup d'espoir, mais malheureusement c'est que la gestion, au niveau de la gestion, rien n'a été formidable. Hein. Il faut dire que c'était pas des gestionnaires, les militaires n'ont jamais été gestionnaires. Et autour de Conté, il y a eu des civils, les Somparé étaient là, les Lamine Sidibé qui sont venus, mais malheureusement, tout le monde s'est contenté de la gabegie, tout le monde s'est contenté de flatter, il y a eu du griotisme, et il n'y a pas eu de sincérité dans la gestion, et il y a eu beaucoup de détournements. Et c'est ce qui a surtout été triste hein, dans la gestion Conté, dans le gouvernement Conté. Conté, à un moment donné, surtout quand il est tombé malade, finalement, il n'avait plus la maîtrise de la situation, il ne suivait plus rien, il ne contrôlait plus rien du tout.
Et autour de lui, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. On imitait même sa signature, ou du moins on lui faisait signer des documents, alors qu'il ne connaissait pas le contenu des documents qu'on lui faisait signer. Donc c'est ce qui a été vraiment triste pour un pays comme la Guinée, quoi. Ouais. Et alors, c'est vrai on voit en Guinée qu'il y a un clan autour du président qui gère. Donc, ce sont ces clans-là qui faisaient toutes ces décisions et tout. Alors, à un certain moment, les gens disaient qu'il va y avoir un coup d'État où on attendait la mort de Conté, qui est un changement. Ce coup d'État qui est venu, tu l'as senti? Quel coup d'État? Le changement avec Dadis et son équipe, quand à la mort de Conté. Mais c'était à prévoir, hein. C'était un coup qui était à prévoir parce que on savait que d'abord à la mort de Conté, il n'y avait pratiquement plus de gouvernement. Nous avions même demandé au président de l'Assemblée nationale et au président du Conseil constitutionnel, à Lamine Sinibé, de la Cour suprême, de prendre leur responsabilité en dénonçant l'état de santé de Conté, parce que Conté n'était plus en état de gouverner. Ils l'ont pas fait, ils ont laissé la situation se dégrader de plus en plus, et même l'Assemblée était déjà hors jeu depuis 2 ans ou 3. Donc il n'y avait plus de gouvernement, il n'y avait plus d'Assemblée. Et le coup d'État, honnêtement, bon, on sentait que ça allait venir, il fallait le prévoir, et quand c'est venu, on dit que c'était bienvenu. Moi-même, j'ai été interrogé avec mon ami Blaise Chérif par une journaliste, Madame Adja Kabara Massiré, je crois. Et là, j'ai dit que c'était salutaire le coup d'État des Dadis. Parce que là aussi, nous avions pensé tout bonnement qu'ils allaient essayer seulement tout simplement de mettre de l'ordre et d'assurer une certaine transition vers un gouvernement démocratique. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, c'est qu'eux aussi voulaient s'installer. Et c'est ce qui a été triste. Voilà. Sinon, le coup d'État, c'était à prévoir. Hein. Voilà, donc on va continuer au fur et à mesure. C'est vrai qu'ils sont arrivés, tout le peuple de Guinée, presque dans l'ensemble, on peut dire au moins 98%, tout le monde était pour le coup, on trouvait salutaire. À quel moment tu as senti que le régime qui se mettait en place, ce qu'ils disaient ou ce qu'ils faisaient ne correspondait plus à leur discours de départ? Quand ils sont arrivés, on a cru en eux parce que je crois que quelque part, en ce qui concerne par exemple Dadis, lui il était sincère. Hein? Je peux le dire, je ne donnerai pas ma main à couper, mais je crois qu'il était sincère. Mais comme on dit, le pouvoir c'est une drogue. Hein? Et puis je crois que la place était aussi bonne à garder. Mais au départ, je crois qu'il avait même dit à un moment donné que lui voulait partir, et c'est ses camarades qui disent que s'il veut partir, il n'a qu'à partir, mais eux, ils ne bougent pas. Bon, le gouvernement militaire qui est venu avait peut-être... il faut dire que là-dedans, ce qui était surtout à craindre, ce qui était inquiétant, c'est qu'ils sont venus au départ, on les a crus unis. Mais on s'est rendu tout de suite compte, peu après, quelques mois après, qu'il y avait des clans. Et quand il y a des clans dans ce genre de structure, ça devient inquiétant. Parce que ça m'a même fait, j'ai même dit à des amis, j'ai dit ça risque d'être un peu comme au début, ce qui était passé entre Conté et Diarra. J'ai dit ça risque d'être le même scénario plus tard. J'ai dit suivez bien parce que là, tel qu'on voit 3 ou 4 clans dans l'armée, dans le même groupe, c'est que ça va faire mal. Et ça n'a pas loupé ce qu'on voit aujourd'hui, mais sinon au départ. Et puis autre chose, c'est que quand j'ai vu Dadis à un moment donné faire des tas de programmes comme la lutte contre la drogue, la lutte contre la gabegie et puis la vérification des biens, j'ai dit que pour entreprendre de telles actions, c'est qu'il n'a pas l'intention de partir, parce que ça ne peut pas se faire en quelques mois. Ça ne peut pas se faire en quelques jours, ça ne peut pas se faire en quelques mois, ni en quelques années. Il faut plusieurs années pour arriver à ça. Et puis, ce n'était pas leur rôle. C'est des militaires après tout. Nous, on a pensé qu'ils venaient tout simplement mettre l'ordre et se retirer dans la caserne et laisser la place aux civils. Parce que c'était des missions qui incombaient aux civils. Malheureusement, on a vu que c'est eux qui voulaient s'en charger et qui
alors qu'ils n'en avaient pas la capacité, ni technique, ni intellectuelle de le faire, ni administrative. D'accord. Alors, ça a continué dans cette étape-là. Après, on a commencé à voir l'apparition des groupes, des mouvements de soutien. Quelle a été ton analyse là-dessus? Il y a eu deux sortes de philosophie autour de ça, parce que il y a certains qui ont soutenu parce que c'est un des leurs qui était à la tête, notamment les forestiers. Il y a d'autres qui ont soutenu parce qu'ils ont cru en Dadis, parce qu'ils ont cru qu'il était sincère et ce qu'il avait entrepris, c'était de bonnes actions, c'est-à-dire faire la guerre aux trafiquants de drogue et autres. Là, c'était de bonnes actions. Donc, entre les deux, moi, je disais que il n'y avait pas de... je crois que c'était pas des raisons de soutenir un gouvernement militaire. Quelles que soient les actions qu'ils pouvaient entreprendre, des militaires, c'est des militaires, leur place c'est dans la caserne, leur rôle c'est de défendre la nation, c'est d'assurer, de garantir la couleur de nos drapeaux, tout simplement. Maintenant, il y a aussi un troisième groupe qui a soutenu parce que tout simplement pour des raisons d'intérêt personnel. C'est ceux qui ont profité de la situation pour s'enrichir, comme ils ont fait sous Comté. Donc il y avait déjà ces trois cas de figure. Okay. Ceux qui l'ont soutenu pour des raisons ethniques ou régionales, ceux qui l'ont soutenu pour des raisons personnelles, et ceux qui l'ont soutenu pour des raisons pragmatiques. Malheureusement, dans les trois cas, je disais que Dadis et ses camarades devaient tout simplement mettre une transition en place et puis se retirer dans le caserne et le pays leur en serait reconnaissant. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait. Et tu vois, maintenant, c'est Konaté qui arrive à ce niveau-là. Ouais. C'est lui qui arrive à reprendre le flambeau et avec cette idée très sage qui consiste à garantir la transition jusqu'aux élections en juin 2007. Voilà, tonton, oui, tonton, on va arriver à ce stade-là. Je veux qu'on aille étape par étape pour qu'on connaisse ton analyse sur les différentes étapes. Bon, il y a eu ça. Et après, quand il y a eu commencé à y avoir des mouvements anti-Dadis, des gens qui voulaient que Dadis quitte. Après, quand on a commencé à interdire tout ce qui était contraire à la radio, à la télé, quand il a commencé à monopoliser la télé et la radio, en ce moment-là, quelle était ton analyse? Oui, là aussi c'était vraiment critiquable parce que c'était vraiment, ils sont venus en fanfare et c'est tous les jours qu'on les voyait traverser la ville en fanfare, armes au poing. Non, ça, on n'était pas quand même dans un champ de bataille, la Guinée n'est pas en guerre pour que les militaires matin et soir soient accrochés au camion avec leurs fusils à main. Et puis aussi, il y a une chose, je sais qu'il faut que les Guinéens apprennent à travailler. C'est tous les jours que les gens étaient convoqués, c'est tous les jours que Dadis était à la télévision, c'est tous les jours qu'il était à la radio. Mais alors, à quel moment il travaillait? Moi, tout le monde se posait cette question. Deuxièmement, c'est qu'un chef d'État qui est toujours en train de parler, à un moment donné, ça fatigue tout le monde. À un moment donné, on ne sait même plus ce qu'il va dire, est sérieux ou pas. Parce qu'à force de l'entendre, on s'en lasse. Donc tout ça a fait que Dadis, malgré peut-être la sincérité qui était la sienne, les gens ont commencé à un peu se retenir par rapport à l'enthousiasme du départ, par rapport à l'élan qu'ils avaient au départ. Voilà. Bon, après, il y a eu la période qui est quand même très importante en Guinée, quand tout de suite les gens ont commencé à contester, les gens ont commencé à se rendre compte que les militaires veulent rester. Donc il y a eu de plus en plus de contestations. C'est en ce moment que des termes ont commencé à sortir que on ne veut pas de lui, donc les Peuls ne veulent pas des forestiers. Le conflit entre les forestiers et les Peuls ont commencé. Et quelle a été ton analyse en ce moment-là? Dans cette histoire, je ne veux pas trop, mais
ce qu'il faut dire, ce n'est même pas une question de peuple ou de forestier, c'est tout simplement, oui, bon, Dadis, les peuls, on parle de peuls, ben, ils ont aussi un candidat, ils ont des candidats. Donc, et puis aussi, il faut dire que proportionnellement parlant, ils sont plus nombreux que nous, et ils disaient que c'était maintenant leur tour de gouverner. Mais en Guinée, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que peu importe qu'on soit Peul ou Soussou ou Guerzel ou Thomas ou Malinké ou je ne sais plus quoi, Konon, ce qu'il faut, c'est la capacité à gérer ce pays. L'important, c'est qu'on ait un homme capable de mener les intérêts du pays là bien. Bon, mais il faut que les gens prennent conscience de ça plutôt que de se cantonner dans ces histoires d'ethnocentrisme ou de régionalisme. Ça ne va mener nulle part le pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on transcende ça et puis qu'on aille à l'essentiel. La Guinée, c'est un pays qui peut avancer avec des hommes et des femmes ensemble. En réalité, quand ça va bien, les Guinéens, on les voit ensemble partout, ils s'amusent ensemble, ils rigolent ensemble, ils travaillent ensemble. Mais bon, c'est malheureux à dire. Pour moi, j'ai toujours dit que ça, c'est des faux problèmes. Ceux qui parlent d'ethnie, c'est des gens qui sont à court d'idées politiques. Le problème de la Guinée n'est pas un problème d'ethnie, c'est un problème de capacité. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce dont la Guinée a besoin aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes capables de la sortir de l'ornière, de la sortir du marasme économique dans lequel ils se trouvent. Qu'on soit Peul, qu'on soit Soussou, qu'on soit Thomas, Guerzel, Kishi, peu importe. Il y a un proverbe chinois qui dit d'ailleurs, peu importe la couleur du chat, l'essentiel est qu'il attrape la souris. Et c'est ce que moi je dis toujours, même ici, à nos frères guinéens. J'ai dit, le problème d'ethnie, les gens qui évoquent des problèmes d'ethnie sont des gens qui sont à court d'idées politiques. Ou alors des gens qui sont des nuls. Parce que quand on a un minimum d'intelligence politique, de philosophie, on ne va pas se limiter à un problème de région. Regardons autour de nous, le Sénégal, le Mali et autres là, qui entendent parler d'ethnie. Et pourtant, ils ont autant d'ethnie que nous, sinon plus pour certains. Mais aujourd'hui, que ce soit Peul, que ce soit là-bas, ou Bambara, ou je ne sais plus quoi, mais l'essentiel, c'est celui qui est capable de diriger le pays dans l'intérêt de tous et pour le bien de tous. C'est ce qu'on recherche. Moi, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, dans notre cas, c'est pareil. Il faut que l'on trouve l'homme de la situation. Il faut que nous ayons l'intelligence. Il y en a, mais il faut faire le bon choix le moment venu par rapport à ça. Et pas faire l'erreur de se désigner seulement quelqu'un parce qu'il appartient à notre milieu, à notre ethnie ou à notre région. Non, c'est une erreur monumentale. Et je crois qu'après 51 années de misère, de difficultés, de toutes sortes, on n'a plus droit de faire de n'importe quoi. C'est pour ça que le moment venu, il va falloir faire un choix judicieux, le choix qu'il faut pour toute la Guinée et dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a eu l'événement malheureux du 3 décembre. Ensuite, la tension était telle. Quand Sekouba Konaté a fait son discours qui a apaisé, qui a fait baisser la tension, puis on est rentré maintenant dans cette nouvelle transition. Quelle a été ton analyse dessus? Tu parles de décembre. Déjà, il y a eu l'événement du 28 septembre, tu voulais dire, non? Non, ouais, il y a eu l'événement du 28 septembre. Après, il y a eu l'événement du 3 décembre. Et donc, la tension était à un point où on a quand même frôlé une guerre civile en Guinée. Oui, ensuite, maintenant, Konaté est venu, qui a fait un discours. Oui. Voilà. Donc, comment tu as analysé après et la situation actuelle? Je veux maintenant qu'on vienne de ça pour parler de la transition qui se met en place et les élections bientôt. Oui. Ben, c'est un triste moment qui est venu parce que de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. Moi, j'avais dit que dans cette situation, il y avait une issue qui allait être un peu triste. Il y a longtemps que je l'avais dit, je l'avais pensé, parce que déjà, les actions qui ont été entreprises par ce jeune homme, M. Dadis, c'était de bonnes actions en elles-mêmes. Mais dans cette affaire, lui-même, autour de lui, les gens qu'il combattait étaient autour de lui sans qu'il les connaisse même, ou sans qu'il le sache. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, quand on parle de combattre la drogue, les trafiquants de drogue, ils sont tous dedans. Les
ceux qui ont détourné de l'argent, c'est pratiquement autour de là-bas, autour de tout le monde, pratiquement tout le monde autour de lui était dedans. Qui s'est pas enrichi de manière illicite là-bas dans ce gouvernement? Dans la plupart des cas, pas tout le monde, mais beaucoup étaient là pour ça. Et quand on entreprend de telles actions, il faut être très très vigilant. C'est ce qui lui a manqué. Ça manquait de vigilance. Alors que les gens qu'il voulait combattre étaient là autour de lui. Donc je pense que là-dedans, il n'a pas su être... il n'a pas été très avisé. Et c'était une imprudence qu'il ne fallait pas commettre. Déjà, le fait aussi de sortir pour aller chercher le monsieur qui lui a tiré dessus, alors que lui-même, il a autour de lui des gardes, il est sorti, je ne sais pas, c'était imprudent de sa part d'agir de cette manière-là. Est-ce que ça c'est dû à la jeunesse? Mais je crois que personnellement, pour toute personne réfléchie, c'est pas comme ça qu'il fallait agir. Donc, et aujourd'hui, c'est triste de voir ce qui lui arrive, et quand on voit son état, je crois que vraiment c'est malheureux. Voilà. Mais ça, c'était quelque chose, il y a eu des coups fourrés là-bas, ça c'est sûr, et que ça, il fallait qu'il s'y attende. Il n'a pas été, je dis qu'il n'a pas été malin, il n'a pas été très avisé, parce que ça, là-dedans, je te dis que l'issue, ça ne pouvait être que comme ça. Parce qu'il allait avoir forcément des règlements de compte à l'intérieur du groupe-là. Ouais. Ok. Donc, maintenant, on est sur la base de la transition. Je sais que tu es en partie, on va en parler un peu brièvement. Et donc, il y a eu un gouvernement d'union nationale dirigé par Jean-Marie Doré, qui est de l'opposition. Donc, maintenant que les structures sont en place, quelle est l'analyse que tu fais de la situation actuelle de la Guinée à quelques mois des élections? Nous avons pensé que nous avons pris un bon départ là. Nous sommes tous contents que ce soit entendu pour qu'il y ait ce gouvernement de transition. Et quelque part, il y a eu quelques petits dérapages, comme au départ où il fallait nommer 101 personnes et puis qu'on s'en est retrouvé avec 150 et quelques. Bon, ça, à la limite, je dis, bon, on peut s'asseoir dessus. Et Konaté, il est venu, il nous a rencontrés ici, il nous a dit ce que je l'ai entendu dire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'il réitère son maintien d'un gouvernement de transition pour aller vers des élections libres et transparentes. Moi, je crois que je crois qu'il est sincère. Dans ce qu'il a dit dans ses déclarations, on sent quand même une certaine sincérité, et je crois que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je suis aussi d'accord avec lui quand il dit qu'aucune élection n'a jamais été parfaite, et surtout que la nôtre, avec compte tenu de la date rapprochée, il ne faut pas qu'on soit trop exigeant. Il faut que l'on soit raisonnable pour qu'au moins cette transition se fasse de manière apaisée et qu'on aille à des élections libres et transparentes sans heurts. Or, aujourd'hui, les Guinéens, il faut qu'on leur lance cet appel pour qu'on abandonne nos idées belliqueuses, là, nos comportements belliqueux, et aller à l'essentiel raisonnable pour aller à cette élection. En ce qui concerne les candidats, je sais que nous allons aussi avoir un candidat. Moi, je dis que dans toute démocratie, il faut laisser les gens s'exprimer. Il faut qu'on leur donne les moyens à tous de manière égale. La radio, les supports, tous les supports d'information, ça doit profiter à tout le monde de manière équitable. Donc, et puis on verra, puisqu'il y a 2 tours, ça va aller par élimination. Et on verra les candidats qui seront en poste, en liste au 2e tour. Nous avons entendu aussi, ça on le prendra au mot, nos leaders dire qu'ils s'aligneront derrière le candidat le mieux placé. Ça, que ce soit le bien et les autres, j'ai entendu dire ça. Ben, si le fond, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on sorte de ces problèmes de leadership, de ce point d'ego, et qu'on aille à l'essentiel étant la Guinée démocratique. Moi, c'est comme ça que je vois le problème. Voilà, donc c'est bien expliqué. Donc voyons maintenant le parti. Je vois que tu es dans le parti de M. Sidya Touré. Alors,
à l'heure là, quel est l'objectif de ton combat politique pour la Guinée? Ben, pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est que la Guinée s'en sorte. Après 51 années de misère, difficultés, où nos parents, on a perdu, pour la plupart, nous avons tous pratiquement perdu quelqu'un. On a vu des parents mourir de faim, de maladie, de fatigue, simple fatigue, de combat même aussi. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que l'on se raisonne, qu'on prenne nos responsabilités et qu'on amène ce pays-là vers la démocratie pour que, à terme, tout le monde puisse être libre dans ses mouvements, dans ses déplacements et dans ses expressions. Parce qu'on a besoin de ça pour avancer. Sans la démocratie, tout le monde le sait d'ailleurs, le pays ne pourra jamais avancer. Si l'on veut développer ce pays, il faut qu'on soit à même de libérer le système qui a été pris en otage par les anciens régimes. Et d'ailleurs, ça se voit. Aujourd'hui, la Guinée est en rouge à la COFAS en termes de commerce extérieur. La Guinée, aucun investisseur averti ne peut prendre des risques d'aller en Guinée. Bon, pourquoi? Parce que jusqu'ici, les gens ont vécu avec la gabegie. Les détournements de fonds, les concommissions et autres. Mais dans une démocratie où nous pensons que, moi personnellement, je pense que dans un futur gouvernement démocratiquement élu, nous allons pouvoir mettre en place toutes les institutions nécessaires à une gestion saine de ce pays. Et dans une justice équitable, une justice pour tout le monde, du travail pour tout le monde, de la santé pour tout le monde, et c'est-à-dire la liberté totale pour tous les Guinéens, et donc une joie de vivre, un confort social pour tout le monde. Voilà ce que moi c'est ça mon idéal, c'est pour ça que d'ailleurs je milite aux côtés de M. Sidya Touré, et je sais qu'il est l'homme du terrain, c'est l'homme capable, c'est l'homme qui a déjà fait ses preuves en termes de gestion, qui a déjà fait ses preuves en termes de management. Donc je crois que lui, il peut le faire parce que on ne peut pas dire qu'il arrive sur le terrain. C'est pas un apprenti, il en a déjà l'expérience. Et c'est pour ça que je dirais aux gens que pour voter utile, votez celui qui en a l'expérience. N'allons pas tenter le diable. Il n'y a pas de hasard. Allons vers celui qui est capable de mener ce pays-là vers la liberté, vers la démocratie, vers le développement. Il y a eu un moment où les gens racontaient en forêt que comme la forêt est enclavée, donc qu'il ferait mieux de rattacher la forêt soit au Libéria, soit à la Côte d'Ivoire. Et quelle a été ton analyse là-dessus? Là-dessus, je dis que c'était une erreur monumentale. Parce qu'on ne va plus refaire l'histoire. La forêt guinéenne appartient bien à la Guinée. Nous sommes des Guinéens à part entière. Nous devions tout simplement revendiquer nos droits au même titre que n'importe quel autre Guinéen. Parce que la gravité du problème, c'est quand on dit où on va au Libéria, je dis que c'est du chantage. On n'est plus au moment du chantage. On revendique tout simplement nos droits. Parce que mettons qu'on nous dise d'aller au Libéria ou en Côte d'Ivoire, on va aller là-bas, les autres vont nous traiter d'étrangers. Est-ce qu'ils ont mesuré ça? Non. Je les connais comme Massanta, comme Bela et autres là, c'est la Guinée et rien que la Guinée. Kididou, Guéguédou, c'est la Guinée. On ne va pas refaire l'histoire. On est chez nous. Demandons tout simplement que nos rues, nos routes soient réparées pour que nous puissions circuler avec nos biens de manière raisonnable, de manière valable. Mais on n'a pas à aller dire que c'est comme ça, on va hisser un drapeau. On n'a pas le droit de le faire et nous sommes en erreur en ayant ce genre de comportement, encore pire en ayant des idées comme ça. Je reconnais la Guinée et c'est ce que j'avais voulu dire aux parents si j'en avais eu l'opportunité. Nous ne devions plus refaire Et puis deuxième chose, c'est que en politique, il n'y a pas d'énervement, on ne fabrique pas un leader à de dernière minute.
Un leader, c'est celui qui est connu, c'est celui qui va au contact des gens. C'est pas parce que, par exemple, il y a tel qui n'est pas désigné qu'il faut mettre tout de suite quelqu'un d'autre à sa place. On n'est pas dans une entreprise, on n'est pas en fonction publique, on n'est pas dans une école où on peut dire que bon, il y a tel instituteur qui marque aujourd'hui, on va mettre l'autre à sa place. Non. Un homme politique, il naît avec sa politique ou il vient avec une idée et il fait adhérer les gens à son idée. Et ça ne se fabrique pas à la toute dernière minute. Là aussi, c'est la deuxième erreur que la forêt a commise dans cette histoire de Dadis, où on a même tous azimuts dit, bon, si c'est pas lui, on va mettre tel, on va mettre ça. Non, il faut qu'on commence à réfléchir sérieusement, qu'on travaille sérieusement, qu'on analyse les problèmes de manière citoyenne, de manière responsable. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, pour la forêt est guinéenne. Voilà. Elle n'est pas ivoirienne, elle n'est pas libérienne. Voilà. Et il y a aussi un moment, ces derniers temps, les gens qui disaient, bon, si Dadis ne rentre pas dans son village, il n'y aura pas d'élection. Et qu'est-ce que tu en penses? Mais en toute honnêteté, Dadis est guinéen, il doit revenir dans son village ou dans son pays, parce que c'est son droit le plus absolu. Mais bon, est-ce qu'il est déjà vraiment guéri? Est-ce qu'il a été bien soigné? Moi, sincèrement, je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles il est encore là-bas. Est-ce qu'il est là-bas pour des raisons de rééducation? Certainement, ça doit être le cas. Mais dans tous les cas, il reviendra, tôt ou tard, il va revenir dans son pays. La Guinée, c'est chez lui. La région de Zélékoé, c'est sa région. Koulé, c'est chez lui, son village. Il n'y a aucune raison qu'il soit privé de son village, de sa région ou de son pays. Donc il reviendra, mais laissons les choses se faire de manière raisonnable. Est-ce que les gens qui exigent son retour sont sûrs que Dadis est bien rétabli? Est-ce que maintenant il peut rentrer en toute quiétude sans aucun problème, ou alors il a encore besoin de soins supplémentaires ou de rééducation? Moi, c'est ça, mon problème. Maintenant, politiquement, les gens disent que s'il rentre, ça va créer des troubles, tout cela. Mais, ma foi, ce qui se passe aujourd'hui, Dadis, il a discuté. Moi, si je reviens sur le point de Ouaga, Dadis avait donné son accord de principe là-bas à son ami Konaté. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est au niveau de la population? Là aussi, je dirais que la population, il faut qu'elle soit responsable. Il faut qu'on travaille, qu'on réfléchisse, qu'on agisse dans le sens de la paix, dans le sens de responsabilité pour le pays. Donc on n'a plus le droit de faire n'importe quoi. Il faut qu'on pense à l'intérêt général et non plus à des simples intérêts ethniques ou régionaux. Voilà. Ton dernier mot pour les auditeurs qui écoutent cette émission ou cette interview. Mais mon dernier mot, c'est qu'avec sagesse, allons vers la démocratie, allons vers un développement unitaire, allons vers la solidarité, allons donc voter utile, allons voter pour l'homme qu'il faut, pour l'homme du terrain, pour l'homme d'expérience. C'est à nous d'être responsables et c'est à notre intérêt de voter utile. Le 27 juin, je dirais tout simplement aux gens de laisser leurs problèmes de région ou d'ethnie de côté et de voter utile, de voter celui qui peut rassembler, celui qui peut développer notre pays.